Notre-Dame, premier monument de France. Un monument très cher au cœur de cet architecte. Benjamin Mouton travaille depuis 7 ans dans cette cathédrale. Il est ici presque chez lui. Les gargouilles et les chimères, inspirées du Moyen-Âge, lui sont même devenues familières. Ah, il y a des choses qui sont tellement prodigieuses. Comme regardez ce pingouin qui est là, cet oiseau ici. Alors, il y a toujours un élément naturaliste, réaliste en quelque sorte. Mais tout d'un coup, hop, ça décroche. Et puis, il y a quelque chose de paradoxal qui vient lui donner un côté inquiétant, mais tellement efficace. Depuis le XIIe siècle, cette cathédrale est un modèle d'architecture dans toute l'Europe. Cet art français a marqué la naissance d'un gothique rayonnant, à la fois élégant et audacieux. À ce niveau de la cathédrale, on est un peu à un moment charnière de l'architecture. Et vous voyez comme ces tours sont beaucoup plus ajourées, avec une architecture qui est beaucoup plus élancée, qui est beaucoup plus aérienne, malgré le beffroi qui est derrière, qui semble l'occulter de cette façon. On est dans une civilisation qui devient urbaine. Et cette civilisation urbaine a besoin de construire quelque chose. Et elle a besoin de se révéler, de s'exprimer. Et on le trouve à Saint-Denis avec Sugère, on le trouve ici avec Maurice de Sully. Au fond, l'envie d'exalter cette nouvelle société en l'ancrant fortement dans la foi religieuse catholique et pour laquelle eh bien, le meilleur service, c'est de lui donner des architectures qui la magnifient. Alors on construit des choses gigantesques, pleines de lumière. Une espèce de nouvelle grande respiration de la société commence à cette époque-là. Quelques marches encore pour atteindre le sommet des tours. 69 mètres de haut. Et depuis la terrasse, vue panoramique sur toute l'île de la Cité et la Seine, nous voici au cœur historique de Paris, au cœur de la France médiévale. Notre-Dame était le plus grand édifice de Paris. C'était un édifice qui avait des dimensions qui se voyaient évidemment de partout, mais il ne faut pas oublier que c'était à l'époque où elle a été construite la plus grande cathédrale du monde occidental et probablement de la chrétienté. Notre-Dame, cathédrale vertigineuse, dissimule l'un des secrets de son élévation derrière une petite porte. Ici, c'est un lieu fascinant pour vous? C'est un des endroits où on a encore en place une des plus magnifiques charpentes du Moyen-Âge. Dans la nef, c'est une charpente qui remonte au début du XIIIe siècle, 1220, pour l'abattage des arbres. Et ici, vous avez un exemple d'une charpente particulièrement élaborée par les différents éléments de structure, horizontaux, verticaux, obliques, qui sont assemblés avec beaucoup de savoir-faire et qui sont restés dans l'état depuis quasiment l'origine, quasiment sans aucune restauration. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre de bonne santé. Cette charpente en chêne soutient la toiture de plomb, très lourde et très élevée pour l'époque. Ce sont des compagnons qui ont travaillé ici? Oui, ce sont des compagnons charpentiers. Vous avez ici les traces de leur travail. Ici, vous avez les marques d'assemblage, les marques et contre-marques d'assemblage, et qui permettaient, quand la charpente était taillée au sol, de la monter ici et d'assembler les pièces conformément au montage d'origine. Tout au bout, nous arrivons au-dessus du cœur de la cathédrale pour découvrir cette superbe charpente rayonnante, entièrement assemblée par des pièces de bois, toujours en parfait état, depuis plus de 8 siècles. Une charpente qui porte toute la toiture arrondie au chevet de la cathédrale. Un joyau invisible. Donc vous allez vous mettre en place? Dans la cathédrale, vidée de ses visiteurs, se prépare un concert. Au début, la deuxième partie.
Le chef de chœur a rassemblé une partie de la maîtrise de Notre-Dame. Parmi les chanteurs, Cécile et Andrés. Leur répétition va commencer. La maîtrise de Notre-Dame existe depuis le Moyen-Âge. Enfants et adultes chantent ici depuis le XIIIe siècle, pour les offices religieux et pour les concerts. Une histoire quasi ininterrompue qui a séduit Cécile et Andrés. Cécile est française, Andrés, lui, est d'origine colombienne. Moi, personnellement, je pense que c'est un bonheur. C'est quand même quelque chose d'assez magique, de faire résonner ces pierres. C'est quand même une acoustique qui n'est pas souvent très facile et très généreuse, vu la taille du lieu. Mais on essaye de s'adapter avec beaucoup d'humilité au lieu et de faire ce qu'on peut. L'avantage du chant, c'est qu'on le vit de l'intérieur. Et sentir ces sons sortir de soi, c'est aussi un petit peu du Moyen-Âge qu'on a à l'intérieur de soi, finalement. Et si on ne peut pas en voir les choses qui restent, il reste très peu de choses, effectivement, dans cette cathédrale du Moyen-Âge, toute cette tradition-là, on la sent à l'intérieur de nous. Ici, le chant est un patrimoine vivant resté presque intact, alors que la cathédrale elle-même a changé. À la fin du XIIe siècle et au XIIIe siècle, il faut savoir que la cathédrale, et même après, la cathédrale était très différente. Le chœur était fermé par ce qu'on appelle un jubé, et les offices avaient lieu de l'autre côté du jubé, dans le chœur. Donc, c'est la raison pour laquelle il y avait finalement assez peu de chanteurs, parce que dans la cathédrale, dans la nef, la vie se déroulait, les gens parlaient, etc. Et les offices avaient lieu dans le chœur. Et c'est là, justement, qu'a eu lieu une véritable révolution musicale. L'école de Notre-Dame, c'est un courant musical qui est né ici à Notre-Dame au moment même où on a construit la cathédrale. Et on a dans cette musique de l'école de Notre-Dame un rythme qui apparaît. Donc à la fois des voix qui se superposent les unes aux autres et un rythme. Et c'est donc ici, à Notre-Dame, à cette époque-là, au moment même de la construction de Notre-Dame, qu'est née ce qu'on appelle aujourd'hui la polyphonie, qui est à la base de toute la musique occidentale depuis, et qui a rayonné sur toute l'Europe à ce moment-là, depuis Notre-Dame de Paris. L'île de la Cité, dominée par la cathédrale Notre-Dame, la voici donc reconstituée telle qu'elle devait apparaître au lendemain du Moyen-Âge. Les badauds qui arrivent alors par le fleuve découvrent une île très peuplée, hérissée de maisons étroites. Ici se retrouvent des voyageurs de toute l'Europe, en particulier les jeunes clercs et les étudiants, attirés par la célèbre école de la cathédrale. Une école qui allait engendrer l'Université de Paris, l'une des plus anciennes en Europe. À l'intérieur de l'île, la foule se presse dans les ruelles bruyantes qui mènent jusqu'au pied de la cathédrale. Le parvis de la cathédrale, toujours très animé, est alors beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Mais quittons le quartier Notre-Dame et passons de l'autre côté de l'île, sur les terres du roi. Depuis le XIIe siècle, les rois capétiens ont élu résidence dans ce palais. Ce palais abrite les appartements du roi, l'administration, la justice et les services royaux. La plupart des salles médiévales ont aujourd'hui disparu.
Mais il reste le joyau du palais royal, la Sainte-Chapelle, qui domine aujourd'hui encore le palais. Depuis le XIIIe siècle, cette chapelle se dresse au beau milieu de la cour. Un édifice majestueux, bâti pour le roi Saint-Louis. À ce jour, la Sainte-Chapelle reste l'édifice le plus élevé de l'île de la Cité. Aux portes de l'édifice, nous rencontrons Yann Potin. C'est l'entrée principale ici? Alors pas du tout, parce que ça c'est l'entrée privilégiée pour le roi qui seul a le droit de pénétrer par ce portail de l'Apocalypse, et tout particulièrement le jour du Vendredi Saint. Une fois passées ces lourdes portes, nous entrons au royaume de la lumière et de la couleur. Saint-Louis a fait bâtir cette chapelle royale pour y conserver les reliques de la Passion, notamment la couronne d'épines du Christ, qui était exposée sur cette tribune pour le roi et ses invités. Il entend la messe ici, ce qui peut lui arriver notamment les jours de Vendredi Saint. Il s'installe dans ces tribunes. Il y a une tribune du roi et une tribune de la reine. Le public, en ces cas-là, est extrêmement privilégié. Et c'est de toute façon jamais plus d'une vingtaine ou d'une trentaine de personnes. Et très souvent, ce sont des invités de marque. Les saintes reliques, conservées ici, ont été achetées par le roi à l'empereur de Constantinople. Saint-Louis est ainsi devenu le souverain le plus prestigieux de toute la chrétienté. Un roi sacré, de droit divin. Une parenthèse. De nos jours, cette couronne fait partie du trésor de Notre-Dame. Tous les vendredis saints, les chevaliers du Saint-Sépulcre la retirent de son reliquaire et la présentent à la foule. Mais revenons à la Sainte-Chapelle. Elle abritait un autre trésor beaucoup moins connu, le trésor des Chartes, qui rassemble à l'époque toutes les archives officielles du royaume. En quelque sorte, la mémoire d'un État français en train de s'affirmer. L'assimilation entre les reliques et les archives, ou disons, c'est plus qu'une assimilation, c'est une proximité, et fait totalement partie du programme de la Sainte-Chapelle, qui vise à être le garant du salut politique du royaume, à la fois par les reliques, mais aussi par la mémoire des documents. C'est une des spécificités du Moyen-Âge, c'est qu'il n'y a pas de véritable distinction entre le religieux et le politique. Les deux sont toujours associés. Le bâtiment du trésor des Chartes n'existe plus. Le voici tel que Saint-Louis l'avait fait bâtir, aux côtés de la Sainte-Chapelle. Les précieuses archives du royaume y furent gardées à l'abri jusqu'à la Révolution. Aujourd'hui, ce trésor se trouve aux Archives nationales, dans le quartier du Marais. On peut y découvrir les plus belles chartes royales décorées, issues de ce trésor de la Sainte-Chapelle. Des chartes aux emblèmes du pouvoir, comme le dragon ou le griffon, mais aussi les fleurs de lys. On y trouve même des portraits royaux uniques. Ici Charles V, seul ou en famille, avec femme et enfants. Les documents les plus emblématiques de l'histoire de France sont enfermés dans une armoire spéciale, dissimulée dans le mur. On l'appelle l'armoire de fer. C'est ici que nous venons consulter des archives liées à l'histoire de l'île de la Cité. On se croirait vraiment à la Banque de France. Oui, alors effectivement, cette armoire, c'est l'armoire de fer que Camus, garde des Archives nationales, a commandé en 1790 pour conserver
les textes officiels constitutionnels produits par l'Assemblée nationale. Et donc cette armoire se trouvait à ce moment-là installée aux Tuileries. L'un des documents les plus anciens est un parchemin. Ce manuscrit précieux est en fait l'acte de fondation officiel de la Sainte-Chapelle par Saint Louis en 1246. Alors il est sur parchemin, il n'est pas sur papier. Il est sur parchemin comme tous les documents très importants du Moyen-Âge, c'est-à-dire sur peau de mouton ou sur peau de veau. Et les sceaux sont tous en cire naturelle qui permet d'authentifier le document. C'est la pratique juridique et la plus répandue au Moyen-Âge avant la signature. C'est l'acte en fait par lequel Saint Louis unit définitivement les reliques de la Passion à sa dynastie, à la dynastie capétienne, on peut le dire. Pour la première fois, Yann déchiffre ce parchemin original. À un endroit du texte, Louis IX précise que ce trésor, le trésor de Totum Tesorum Capelle, tant d'or et d'argent et toutes les pierres précieuses, ainsi que les livres, puisqu'il y a aussi des livres, et peut-être déjà justement des archives, ne peut pas être aliéné. Donc c'est une des rares mentions, peut-être une des plus anciennes, où finalement on crée l'idée d'un patrimoine public, entre guillemets, c'est-à-dire de biens inaliénables, hormis pour le salut de la personne du roi. Sur ces étagères, un autre document nous attend. Un document spectaculaire, car il s'agit cette fois d'un procès historique qui a eu lieu sur l'île de la Cité, au XIVe siècle. Plusieurs cartons concernent l'affaire des Templiers, notamment les cartons concernant les interrogatoires. Dès l'arrestation des Templiers, en octobre 1307, le roi de France a réussi à faire interroger des dizaines et des dizaines de Templiers sur tout le territoire, et notamment à Paris. Et on a conservé le rouleau d'interrogatoire qui s'est déroulé de la mi-octobre à novembre 1307. Ce rouleau mesure près de 25 mètres de long. Une centaine de feuilles de parchemin sont cousues, les unes à la suite des autres, et authentifiées par des signes de notaire. C'est un document exceptionnel, un document aussi très humain, puisqu'on voit apparaître l'un après l'autre ces Templiers qui ont été arrêtés le 13 octobre 1307 et qui déclinent leur vie, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont subi comme apprentissage. Ils indiquent à quelle époque ils ont été recrutés. On a donc tout le parcours de chacun de ces Templiers. Le plus connu d'entre eux est Jacques de Molay, interrogé lui aussi par l'inquisiteur. Là, on lit bien frère Jacques de Molay, grand maître de l'ordre de la milice du Temple. On pose des questions à Jacques de Molay, des questions qui ont été préétablies, comme pour tous les autres Templiers, et on lui demande, par exemple, s'il a craché sur la croix du Christ. Alors il dit qu'effectivement, lorsqu'il est rentré Templier, il a vu la croix du Christ sur laquelle on lui a demandé de cracher, et effectivement, j'ai craché, mais par terre, pour indiquer qu'il n'avait pas fait le geste jusqu'au bout, et donc aussi avoir une preuve de sa bonne chrétienté. Les Templiers ont fini par renier leurs propres aveux devant l'inquisiteur. Jugés relaps, ils furent condamnés au bûcher par le roi Philippe le Bel. Ce bûcher avait été dressé sur l'une des 3 petites îles situées à l'époque au bout de l'île de la Cité. Au XVIIe siècle, cet espace a été remblayé. On y a construit la célèbre place Dauphine. En face de la place Dauphine se trouve le palais de justice, installé dans l'ancien palais royal. Chaque jour, 15 000 avocats, magistrats et justiciables s'y croisent. Derrière ces murs siège la Cour de cassation, mais aussi la Cour d'appel de Paris, qui traite le plus grand nombre d'affaires civiles, pénales et sociales en France. La justice sur l'île de la Cité, c'est une tradition. Une histoire intimement liée à celle du pouvoir politique, et d'abord du pouvoir royal.
à commencer par les costumes de justice. Voici, face au palais, l'un des plus anciens costumiers de Paris. Ce jour-là, Jérôme Julien, qui enseigne le droit, est venu récupérer une partie de son costume. Cette épitoge qu'il porte sur l'épaule lors de cérémonies. Est-ce que la forme des épitoges change selon les... Oui, selon les pays, oui. Le rouge, c'est une couleur très ancienne dans le domaine du droit et de la justice. C'est une couleur très ancienne et c'est une couleur très symbolique. Elle a toujours symbolisé le fait de rendre la justice parce que la couleur pourpre était à l'origine attribuée au divin, puis au royal. Or, c'est le roi qui rend la justice. Le roi est dit fontaine de toute justice. Lorsque les magistrats rendent la justice en son nom, ils doivent arborer le signe ostensible de ce pouvoir royal. Par conséquent, la robe des magistrats, la robe des juges sera la robe du roi et par conséquent, ils auront la couleur royale, le rouge. Témoin, le manteau actuel du premier président de la Cour de cassation. Il est rouge et orné de fourrure, autrefois de l'hermine. C'est un héritage du manteau royal. Alors, il existe un détail qui est un détail caché dans la robe des magistrats, puisque, en effet, ils comportent tous une traîne. Traîne, vestige de l'époque où la magistrature conférait un statut particulier dans la société. Plus la robe était longue et plus la personne était importante, simplement pour des raisons pratiques évidentes, cette traîne est repliée à l'intérieur de la robe. Aujourd'hui, on ne la voit plus, on ne la déplie plus, mais on en garde encore le souvenir avec ce bout de robe triangulaire qui est rabattu à l'intérieur de la toge. La justice est rendue au nom du peuple français. Les arrêts de la Cour de cassation commencent par cette formule. Et pourtant, les plus hauts magistrats de la Cour de cassation portent encore aujourd'hui le manteau royal. Napoléon l'avait restitué aux magistrats après la Révolution et on ne s'en est jamais départi depuis. Ah, voilà ma robe. Voilà. Alors, je vais vous faire aussi votre robe. Merci. Frédéric Écolivet, lui, essaye une nouvelle robe d'avocat. Il faut bien ajuster le corps. Noir, sobre et dépourvu de toute fourrure, le costume traditionnel des avocats qui exercent au barreau de Paris. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette couleur? La couleur noire, c'est la couleur des robes d'avocat depuis le XIIIe siècle. C'est la couleur de la robe des anciens clercs, la couleur de la soutane. Et le noir, c'est aussi un symbole d'égalité entre les avocats. On dit que le noir nivelle, c'est-à-dire qu'on ne distingue pas les avocats selon la beauté de leur costume. Tous les avocats sont égaux, tous les avocats sont en noir. Et ce qui va différencier les avocats, c'est leur talent, c'est leur façon de plaider, c'est leur compétence. Entrons maintenant à l'intérieur du palais de justice, guidé par Frédéric. Cet escalier d'honneur mène aux grandes galeries, vestiges du palais médiéval. Ici, on est réellement dans le cœur historique du palais. Vous voyez que les volumes qui sont ici, qui sont tout à fait monumentaux, n'ont pas changé depuis la construction du premier palais. Ici, par exemple, nous venons de traverser la galerie marchande, qu'on appelle marchande parce qu'autrefois, il y avait toute une série d'échoppes de marchands, de livres, de colifichets, de merceries, marchands qui ont disparu après la Révolution. Et ici, nous arrivons dans ce qu'on appelle la salle des pas perdus, qui est la plus grande salle de ce type en France, dont les volumes, pareil, n'ont pas changé depuis la construction du premier palais. On sent une tradition qui n'a pas d'équivalent en France. Cette gigantesque salle des pas perdus a connu de somptueux banquets royaux, mais aussi de célèbres procès, notamment ceux de Marie-Antoinette et de grands révolutionnaires qui ont été jugés dans cette chambre, l'une des plus anciennes salles du palais. Les racines de la justice sont ici, on le voit dans la disposition du tribunal qui n'a pas changé depuis des siècles. La magistrature assise, la magistrature qui juge, le parquet qui requiert, les plaidants, les plaignants qui sont en arrière du tribunal, avec un petit espace pour laisser les avocats plaider. Cette disposition, vous voyez ici, est immuable depuis plusieurs siècles. Dans ce palais, le roi Philippe le Bel a parfois tenu lui-même un lit de justice, c'est-à-dire qu'il rendait son propre verdict devant les magistrats réunis en Parlement.
Cette cour de justice était alors la seule véritable cour d'appel du royaume. On pouvait faire appel devant le roi, une décision inférieure. Et aujourd'hui encore, dans ce même palais, les juridictions de première instance et les juridictions d'appel se retrouvent dans ce même lieu. Donc historiquement, effectivement, il y a une grande continuité. Au plafond, côte à côte, les fleurs de lys, emblème du pouvoir royal, et le visage de la République, unis sous les boiseries et les ors du palais. Ici plus qu'ailleurs, la justice se rend avec une certaine majesté. La justice doit être intimidante pour être respectée. Donc la pompe de la justice se retrouve dans le décorum tout à fait représentatif de cette salle. Retour sur le parvis de la cathédrale à la fin du Moyen-Âge. Nous y avons découvert les marchés et les habitations. Mais au bout du parvis se dressait aussi un bâtiment unique, le premier hôpital de Paris, l'Hôtel-Dieu, ici à gauche. Un bâtiment immense, en bord de Seine, qui pouvait accueillir jusqu'à 1000 malades en période d'épidémie. Cet édifice n'existe plus aujourd'hui. Il a été rasé au XIXe siècle, lors de grands travaux d'aménagement menés à Paris par le baron Haussmann. C'est lui qui a fait construire un nouvel hôtel-Dieu de l'autre côté du parvis. Cet hôtel-Dieu, plusieurs fois menacé de disparition, reste aujourd'hui un hôpital de proximité, le seul au centre de Paris. Rendez-vous dans la galerie extérieure avec François Chaste, qui dirige le service de pharmacie. Lui est incollable sur l'histoire de l'Hôtel-Dieu, hôpital à la pointe du progrès lorsqu'il est construit en 1877. À l'époque, c'est un hôpital qui est non seulement moderne du point de vue des soins, mais qui est également moderne du point de vue de son architecture. Le problème, c'est de faire en sorte que les infections ne puissent pas se développer. Et à l'époque, le seul moyen d'y parvenir, c'est l'aération de l'hôpital. Et on va y parvenir, effectivement, en créant des galeries, en créant une architecture déliée de grandes cours. Et vous voyez, par exemple, ces colonnes qui vont dégager de beaux péristyles, que l'on voit dès l'entrée de l'établissement. Et ces colonnes rappellent bien sûr le style florentin, qui contraste avec le style gothique de la cathédrale. Une cathédrale qui veille sur l'Hôtel-Dieu depuis ses origines. Au Moyen-Âge, le premier hôpital dépendait du chapitre de Notre-Dame. Durant plusieurs siècles, les sœurs Augustines y ont accueilli, nourri, soulagé les malades, les mendiants et les pauvres. Elles assuraient en même temps leur vie spirituelle. L'hôpital était donc un lieu de charité plutôt qu'un lieu de soins. À la fin du XIXe siècle, dans ce nouvel Hôtel-Dieu, les Augustines ne soignent plus, mais elles sont encore ici, tous les jours, dans leur chapelle. La Troisième République, et puis bien sûr les républiques suivantes, ne vont pas du tout toucher à l'architecture de l'Hôtel-Dieu, y compris de cette chapelle monumentale qui reste telle qu'en elle-même, avec la présence de ce Christ monumental. Et au moment de la séparation de l'Église et de l'État, en 1905, on négocie pendant 2 ans le départ des sœurs Augustines et cette chapelle sera transformée en amphithéâtre de cours pour la faculté de médecine, mais rien ne sera touché aux témoignages religieux présents à l'Hôtel-Dieu. Les Augustines ont donc quitté l'Hôtel-Dieu en 1908, de façon très solennelle. Départ définitif vers un autre hôpital, privé celui-là. Aujourd'hui, le souvenir des religieuses s'est estompé. Reste celui d'illustres médecins. Guillaume Dupuytren, par exemple, chirurgien du roi Louis XVIII, puis du roi Charles X, fondateur de l'école de chirurgie, brillant praticien, un modèle pour plusieurs générations de médecins parisiens. Dimanche matin, au bord de l'eau,
l'île de la Cité semble soudain se couvrir de fleurs et d'oiseaux. C'est ici que va s'achever notre découverte de l'île. Dans le célèbre marché aux fleurs et aux oiseaux. Tel un vaste jardin, une grande volière au cœur de Paris. Ce marché est toujours paré de ses plus belles couleurs. Ce jour-là, comme d'habitude, pas de grasse matinée pour Chantal Somanzi. Tous les matins, vous ouvrez? Tous les matins, on ouvre les barrières et on sort les plantes. Et tous les soirs, on les rentre de nouveau. Donc c'est physique, quoi. Voilà, c'est très physique, il y a beaucoup de manutention. Mais bon, en même temps, c'est un très bel endroit. On a quand même le privilège de travailler au centre de Paris. Donc voilà, on n'a rien sans rien. Cela fait plus de 30 ans que Chantal vend des fleurs sur l'île de la Cité. Et elle n'en vendrait nulle part ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? C'est qu'on est en plein air. Vous voyez, les feuilles sont belles, bien vertes, il n'y a pas de feuilles sèches. Les fleurs sont... On voit que ce sont des plantes qui ne souffrent pas. Hein, on sent la santé dans ces plantes. Voilà. Plusieurs générations de fleuristes, déjà, se sont succédées ici, sous ces pavillons qui attirent le tout Paris. Une véritable institution dans la capitale. Ce sont des pavillons qui sont très anciens ici. Oui, ils datent des années 1900. C'est vraiment un lieu exceptionnel. La structure est très très belle. C'est un charme fou avec ces verrières qui donnent la lumière par le dessus. Pour les plantes, c'est magnifique. Il flotte ici comme un petit air de Paris à la fin du 19e siècle. Un voyage dans le temps, presque magique pour les amoureux des fleurs, même pour ceux qui viennent de loin. Moi, je suis professeure de français en Virginie et je suis ici dans ce marché parce que mon mari est fanat de fleurs et ce matin, je me suis rappelé qu'il y avait ce marché aux fleurs à Paris. Pour moi, c'est l'image du vrai Paris. Je sens Paris tout autour de moi. Île au trésor. Petit territoire au cœur de la grande histoire de France. Théâtre de drames et de rêves, rythmé par les eaux du fleuve. C'est tout cela, l'île de la Cité.